Hanafuda, dis-moi, quelle peut bien être la plante du mois de janvier ? Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ma nouvelle série Hanafuda ou l'éphéméride végétale. Alors j'espère déjà que vous avez passé un bon nouvel an et le plus important, dans vos bonnes résolutions, j'espère que vous avez mis un peu plus de vert dans vos vies. Alors vert, qu'on soit bien d'accord, je parle de la couleur verte. Parce que je pense qu'au niveau des verres à boire, mieux vaut pas trop y penser. Bon allez, revenons à cette nouvelle série. Ici, chaque mois, je vais présenter la plante symbolisant le mois de l'Hanafuda correspondant. Pour les nouveaux et nouvelles, bienvenue sur mon podcast Sévessence qui parle de plantes. Je m'appelle Eva et je suis en seconde année de master de biologie végétale et depuis quelques mois, je crée des épisodes parlant de plantes, de leurs usages, de leurs symboles et d'écologie. Tout ça pour vous montrer quelques merveilles du monde végétal. J'essaie toujours de fournir de nombreuses références sur mon site, n'hésite pas à aller jeter un œil. Comme tu peux te l'imaginer, je suis une passionnée. Je prends donc vraiment plaisir à créer chacun de ces épisodes. Trêve de bavardage, c'est parti pour le mois de janvier. Coucou, c'est moi. Psst, bah oui, c'est moi, voyons. Ah non, aujourd'hui je suis plutôt d'humeur joueuse finalement. Essaye donc un peu de deviner mon nom. Ouais, pour les fans du premier rang qui ont déjà écouté l'introduction, vous savez qui je suis. Mais bon, pour les autres, à toi de jouer. Avec mes petits potes, je couvre, 20% du quartier français. Oh, ne t'en fais pas, je suis assez adaptable. Scandinavie ou Espagne, tout me va, tant que tu payes le voyage. Mais, n'empêche, mes plus belles vacances restent ni plus ni moins la côte et la mer. On y respire, le sel et l'air frais. Par contre, j'ai légèrement tendance à camper sur mes positions. Je suis un de ce qu'on appelle un persistant. Bah oui, un con et y a rien à y faire. Un conifère quoi. Si tu m'ennuies un petit peu trop, je sors les aiguilles. Fais gaffe. J'offre une très forte résistance mécanique en compression et en flexion et au choc. Je suis finalement aisée à travailler. Usinage, clouage, vissage, collage ne me pose aucun problème. On m'utilise dans les charpentes classiques, dans les parquets et même en papeterie. Rends-toi bien compte. Qui suis-je ? Une petite idée ? Eh oui, aujourd'hui nous allons parler d'une plante que la plupart d'entre vous connaissent. Voici le mois du pin et de ses copains. Provenant du latin pinus, ce genre comprend 122 espèces acceptées selon le Kew Garden, fameux jardin royal botanique de Londres. Les pins sont des conifères et sont des arbres persistants, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas leurs feuilles, pour eux leurs aiguilles, en hiver. Ils vivent à peu près partout dans l'hémisphère nord et sont assez adaptables. Les pins appartiennent au grand groupe des gymnospermes. Donc j'en avais parlé un petit peu dans l'introduction de cette nouvelle série, mais il y a une grande différence entre gymnosperme et angiosperme. Les deux font partie de la sous-division des spermaphytes, c'est-à-dire des plantes à graines. Pour mes étymologistes préférés, sperma provient du grec signifiant graine. Mais pour les gymnospermes, la graine est nue. Oh my God. Elle n'est pas contenue dans un fruit. Contrairement aux angiospermes que l'on connaît très bien, car ce sont les plantes à fleurs. Si l'on écrivait un guide des records pour les plantes, le pin remporterait haut la main le record de longévité. Pinus longeva est connu pour être celui qui vit le plus longtemps. En effet, l'arbre Mathusalem, découvert en 1964 dans les montagnes blanches de Californie, a été daté, tiens-toi bien, de 4855 ans par comptage de CERN. Bon, pour le chiffre, c'est toujours à peu près. Il y a toujours une marge d'erreur. À ce jour, il est donc l'organisme non clonal le plus âgé de la planète. Wow. Par ailleurs, certaines études ont montré que l'origine du genre Pinus a été datée de la fin du Jurassique, période géologique qui s'étend d'environ moins de 100 millions d'années à moins 145 millions d'années. Il y a un sacré bout de temps.
Mais la diversification du genre Pinus, c'est-à-dire le moment où on a vu l'émergence de plus de 90% des espèces actuellement présentes sur Terre, date du Miocène. Ce phénomène est donc beaucoup plus récent. Le Miocène s'étend d'environ -23 à -5 millions d'années. Allez, poursuivons. Les pins sont mononoïques. On retrouve à la fois sur le même arbre des cônes mâles et des cônes femelles. Parfois, les aiguilles tombent. Et lorsqu'elles se décomposent au pied de l'arbre, elles peuvent même bloquer la germination d'autres feuillus aux alentours. On parle d'allélopathie. Bof bof comme voisin quand même. Ce type de mécanisme augmente le succès reproductif de ces plantes. Bah oui, puisqu'elles suppriment les concurrents. Tiens, ça me fait presque penser à l'histoire des poisons à l'époque de Louis XIV. On l'appelle parfois l'effet Janssen-Connell, du nom de 2 scientifiques qui ont travaillé sur le sujet. Ouloulouloulou. Avec le pain, on ne plaisante pas avec la nourriture, c'est direct le fight. Ready, fight. Ça me rappelle quelqu'un. Les petites graines sont ailées et dans une danse virevoltante, elles sont dispersées par le vent. On parle d'anémochorie. Anémo, le vent, chorie, portée. Je suis sûre qu'au fur et à mesure des épisodes, tu commences à gagner un petit peu de vocabulaire grec et latin. Non ? N'ai-je pas raison ? À maturité, les cônes s'ouvrent généralement pour libérer les graines. Mais chez certains, comme le pin à écorce blanche, les graines ne sont libérées que si un oiseau brise les cônes. Mais pour d'autres, les graines sont stockées d'interminables années jusqu'à ce qu'un signal environnemental déclenche l'ouverture des cônes, libérant les graines. C'est la sérotinie. Alors, un exemple que je trouve stupéfiant, c'est le phénomène de pyriscence. C'est-à-dire que pour certains résineux, les cônes restent fermés jusqu'à ce qu'il y ait un incendie de forêt. C'est le cas de Pinus rigida. Les chercheurs pensent que ce mécanisme a été sélectionné au cours de l'évolution pendant le Crétacé, période où l'environnement était beaucoup plus inflammable du fait de la présence massive de charbon de bois dans certains habitats et de la teneur atmosphérique en oxygène plus élevée. J'espère que tu es bien installé dans ton fauteuil, car voici le moment de te délivrer un magnifique poème de Théophile Gautier. Ce poème sur le pin des Landes a été publié en 1840 dans le recueil Espagne. Ah oui, et n'oublie pas, mets bien tes petites chaussettes à bouclettes. Attends, tu ne voudrais quand même pas avoir les pieds froids. On ne voit en passant par les landes désertes, vrai Sahara français poudré de sable blanc, surgir de l'herbe sèche et des flaques d'eau verte d'autres arbres que le pin avec sa plaie au flanc. Car, pour lui dérober ses larmes de résine, l'homme, avare bourreau de la création, qui ne vit qu'aux dépens de ce qui l'assassine, dans son tronc douloureux, ouvre un large sillon, sans regretter son sang qui coule goutte à goutte. Le pin verse son baume et sa sève qui bout, et se tient toujours droit sur le bord de la route, comme un soldat blessé qui veut mourir debout. Le poète est ainsi dans les landes du monde. Lorsqu'il est sans blessure, il garde son trésor. Il faut qu'il ait au cœur une entaille profonde pour épancher ses vers, divines larmes d'or. Il est vrai, en personnifiant le pin, l'auteur en fait le miroir des poètes, dont il fait ici l'éloge.
Théophile Gautier n'était pas un écolo avant l'heure, ça aurait été trop beau. Il ne souhaitait pas dénoncer les outrages faits à la nature, mais utilisait plutôt des images pour révéler aux yeux de tous la brutalité du monde à l'égard des poètes. Cependant, si on réactualise cet écrit au goût du jour, le poème apparaît comme un écrit dénonçant la déforestation, tout du moins sa première partie. Et toi, qu'en penses-tu ? C'est d'arrive ma chère, on ne la connaît guère. C'est d'arrive ma chère, on ne la connaît guère. Au pays des amours, on ne la connaît guère, on ne la connaît guère. Après cet émouvant poème de Théophile Gautier, partons découvrir les symboles associés au pain, et plus largement au genre Pinus. Donc, comme présenté dans l'introduction de l'Hanafuda, le pain, ou matsu, est un symbole de longévité au Japon. Cependant, chez nous, en Europe, les significations sont bien différentes. Dans la mythologie grecque, par exemple, il est parfois associé à Dionysos, le dieu du vin et de la fête. Donc, vraiment complètement autre chose. J'ai l'impression qu'il y a toujours de l'alcool dans l'histoire. Ce dieu et ses ménades, ses suivantes, sont parfois accompagnés de couronnes et de pommes de pin. On retrouve également les oréades des nymphes habitant les pins. Pour échapper aux demandes insistantes de Pan, et c'est un euphémisme, la nymphe Pythis aurait été transformée en pain. Il est aussi associé au dieu de la mer, Poséidon. En effet, cet arbre était utile à la construction et à l'imperméabilisation des navires, grâce notamment à la résine. Il est probable qu'il y a bien longtemps, les bosquets sacrés de Poséidon furent majoritairement constitués de pin. Tout ça nous dirige petit à petit vers les usages quotidiens du pain. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, la résine de pin est utilisée pour les brûlures et les plaies, les problèmes de peau et tout un tas d'autres maux. Je ne sais pas si tu as déjà senti l'huile essentielle de pin, mais franchement, j'adore cette odeur. À l'échelle mondiale, les pins sont parmi les espèces d'arbres les plus importantes sur le plan commercial, notamment appréciés pour leur bois et leur pâte de bois, qui est à l'origine de quoi ? De ton papier. Bah oui, toutes tes petites lettres, il faut bien que ça vienne de quelque part. Et connais-tu la térébenthine ? Et non, ce n'est pas ma nouvelle voisine. C'est un fluide obtenu par la distillation de la résine récoltée sur des arbres tels que les pins. Composée de terpènes, elle est utilisée comme solvant, par exemple pour diluer les peintures à base d'huile ou pour produire des vernis. On la retrouve aussi en industrie chimique et en parfumerie. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler du camphre, produit à partir de cette fameuse térébenthine. Également, après sa distillation, on obtient un résidu solide, la colophane, fort utile aux violonistes. Pourquoi ? Car pour produire un son en frottant l'archet sur les cordes, il faut des aspérités à la surface du crin. Et c'est la colophane qui en est responsable. Petite parenthèse, juste pour l'anecdote. La colophane a été nommée ainsi car elle était autrefois produite à Colophon, en Asie mineure. On retrouve les pins en ornement et dans les salons. Tu as dû en voir il n'y a pas très longtemps. Bah oui, pour Noël. Ho, 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 Merry Christmas! Certains n'utilisent pas des sapins, mais des pins. En vrai, c'est des frères. Ils appartiennent à la même famille des pinacées. Allez, j'ai toujours dit, pas de secret entre nous. Toutes les parties du pain sont utilisées. Voici un petit résumé. Les branches ont une odeur agréable, les cônes et les aiguilles sont souvent retrouvés dans l'artisanat. Ils sont à la base de la fabrication d'articles décoratifs tels que les paniers, les plateaux et j'en passe. C'est un savoir ancestral d'origine amérindienne notamment qui s'est dispersé maintenant à travers le monde. On en fabrique par exemple en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Inde. Il existe même une designer, Letton Tamara Orjola, j'espère vraiment ne pas écorcher son nom, qui les transforme en une variété de produits textiles, teintures, huiles essentielles, papier, meubles, tout pouvant être biodégradés ou réutilisés. Comme quoi, le pain, il est pas si mal.
Maintenant, j'arrête le suspense pour nos chers cuisiniers. Voyons, les pignons de pin. Ils sont récoltés et vendus pour la cuisine et la pâtisserie. Je peux mettre ma main à couper que tu en as déjà vu. Je sais que le nouvel an n'est pas très loin, mais réfléchis un petit peu. Mais si ça ne te dit rien, bah voyons, la sauce italienne que tu mets dans tes pâtes. Et oui, les pignons de pin sont l'ingrédient secret du pesto à la genovese. De façon surprenante, sous l'écorce ligneuse, on trouve le cambium blanc et qui est comestible. Il serait riche en vitamines A et C. Il peut être consommé cru, en tranches, comme collation par exemple, nam nam nam, ou séché et broyé en poudre pour être utilisé comme substitut de farine ou épaississant pour les ragoûts. Du côté des boissons, il y a aussi quelques pépites. En Suède, le Tallstrund, désolé pour la prononciation, est un thé à base de jeunes aiguilles de pin bouilli. Là, tu t'imagines direct sous la couette, le mode cocooning activé avec la neige qui tombe dehors, nickel. En Grèce, le vin Retsina est aromatisé à la résine de pin d'Alep. Par ailleurs, dans la Grèce antique, cette résine était utilisée pour sceller les amphores à vin en céramique. Marrant, non ? On le retrouve partout, c'est fou. Pour ceux et celles qui sont plutôt biérophiles, il existe même une bière artisanale corse aux aiguilles de pin Laritsu, la Chiara-IPA, qui est, je cite, « éprise de liberté, l'esprit rebelle, elle revendique son indépendance et sa différence ». Plutôt sympa, non ? Tu reprendrais bien une petite pinte ? Et continuons notre périple à travers les âges et les contrées pour rencontrer le monde de la musique et de l'art. On peut voir des gravures sur bois de pin datant du 19e siècle au Brooklyn Museum de l'artiste Chosui Yabu, représentant les 3 amis de bon augure, aussi appelés les 3 amis de l'hiver. Mais qui sont-ils ? En Chine, ils font référence aux 3 plantes suivantes, le pin, le bambou et l'abricotier du Japon. Bon, parfois ils parlent aussi du prunier. Entrés dans les mœurs de l'art asiatique, ils incarnent à eux 3 la persévérance, l'intégrité et la modestie, et ont été de nombreuses fois réinterprétés. Il est fort intéressant de noter que l'un des principaux ingrédients de l'encre de Chine est la suie de pin. Quand je te dis partout, c'est vraiment partout. Le moindre petit recoin. Pour plus d'infos, visite mon site car je vais te partager de nombreux visuels de ces œuvres. Dans mes recherches, j'ai également trouvé des titres de jazz évoquant nos 3 amis de l'hiver. Il y a par exemple celui de Francesco Bruno, guitariste italien de jazz fusion, qui a composé Three Friends of Winter dans son album El Lugar en 2022. Finissons par notre petit point recherche et écologie. Dans les années 90, certaines régions d'Équateur, comme celle du Páramo, ont mis en place des programmes de reboisement en utilisant le pin Pinus patula et ont étudié la séquestration de carbone par ces pinèdes. Ils ont comparé la séquestration de carbone dans la biomasse pour 3 types de terrains et différentes altitudes, prairies naturelles, prairies pâturées et les plantations de Pinus patula. Pour te la faire courte, ils ont observé que les pinèdes stockent une grande quantité de carbone, principalement à de basses altitudes. Dans les plus hautes altitudes, la production de biomasse des pins est très limitée et leur présence favorise l'acidification et la compaction des sols. De plus, le stockage du carbone par les arbres est un réservoir moins stable que le sol car vulnérable aux incendies de forêt. Mais aussi assez surprenant, les prairies naturelles du Páramo peuvent également stocker des quantités conséquentes de carbone sans affecter négativement les sols et sans mettre en péril d'autres services de l'écosystème. Donc les projets de reboisement dans cette région doivent être évalués au cas par cas, en tenant compte non seulement du facteur limitant de l'altitude, mais aussi de la qualité du site, en particulier affecté par le type d'utilisation des terres par exemple. Sans parler bien sûr des facteurs socio-économiques rentrant en jeu.
Il faut aussi évaluer les pertes de services écosystémiques provoquées par ces brutals changements d'utilisation des terres, tels que la régulation et la fourniture en eau, ainsi que la conservation de la biodiversité. Tous ces facteurs devant être inclus dans l'évaluation de la faisabilité du projet. Je te parle d'un tel projet pour te montrer que la moindre petite modification d'un écosystème peut avoir de lourdes conséquences. C'est pourquoi à l'avenir, avoir de plus en plus de personnes qui travaillent dans ces domaines sera primordial. Dis-moi, tu cherches un nouveau boulot ? On peut s'arranger, hein. Le pin, pourtant arbre commun, se révèle plein de ressources. On l'a vu poète, on l'a vu marin, et il éveille chez certains et certaines d'entre nous tous les sens. L'air des vacances, l'odeur des pinèdes, nos petits pieds dans leurs aiguilles sur la route de la plage. Il a même fini par inspirer les architectes en biomimétisme, puisque des habitats ont été inspirés des pommes de pin, véritables senseurs d'humidité. Psst, au fait, dans cet épisode, j'ai laissé un petit indice sur le prochain. L'as-tu repéré ? Je t'avais bien dit que j'étais d'humeur joueuse. Hé hé. Je remercie Bleu Bachir pour le jingle du podcast et je te remercie de m'avoir accompagné dans cet épisode de ma nouvelle série. J'espère que ça t'a plu et comme d'habitude, si tu as des questions ou suggestions, n'hésite pas à me contacter sur mon site, c'est essentiel pour améliorer le podcast. Tu peux également en parler autour de toi pour augmenter la petite communauté des plantules et tu peux le noter sur les plateformes. Ça, faut pas oublier. Tu trouveras toutes les références, le vocabulaire, des images, des infos pour les curieux et curieuses et les contacts sur mon site saveessence.wordpress.com. Je t'invite également à me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify et bref, je t'invite à adorer les petites plantes. Une joyeuse nouvelle année et pour l'occasion, n'hésite pas à prendre une bonne pinte, surtout si elle est boisée. Tching!